RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Je le disais tout à l'heure, après le forum de l'Octa à Nouméa, vous recevez le vice-président de la Polynésie française. Jean-Christophe Bouissou, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors vous êtes en Nouvelle-Calédonie, effectivement, dans le cadre du forum qui réunissait les pays et territoires d'outre-mer de l'Octa et les représentants de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous retenez de ce forum? On y a parlé notamment de l'aide de l'Europe à nos territoires. C'est vrai. Je retiens d'abord le fait que l'Octa, qui est une association qui regroupe l'ensemble des PTOM rattachés aux États membres de l'Europe, retient ces réunions annuelles en présentiel. On a vécu effectivement toute une période avec la Covid. L'année dernière, c'était des débats en visioconférence. Cette fois-ci, nous sommes bien présents et nous sommes très heureux, évidemment, de venir en Nouvelle-Calédonie. Et puis de débattre sur les sujets qui nous intéressent et qui intéressent le développement de nos pays. Certainement dans un contexte, si l'on considère le Pacifique, où on voit les choses bouger, des intérêts de grands pays se manifester, avec évidemment des stratégies aussi de sécurité qui s'opèrent. Tout cela rentre à l'intérieur, au fait, de la redéfinition des stratégies et de notre approche vis-à-vis de l'Europe. Ceci dit, c'est une rencontre avec l'Union européenne, sans la présence malheureusement de la commissaire qui est restée chez elle pour cause de Covid, mais qui a pu dialoguer avec nous au travers évidemment des instruments modernes qui existent et notamment en visioconférence. Justement, est-ce que l'Europe est assez présente aujourd'hui, suffisamment présente dans le Pacifique Sud, alors que justement notre région du monde a aujourd'hui un rôle géopolitique de plus en plus affirmé? C'est vrai. On peut dire que l'Europe n'est peut-être pas suffisamment présente, disons-le de cette manière-là. On souhaiterait que l'Europe soit un peu plus impliquée, mais comprenez bien que les PTOM, puisque c'est de ça dont il s'agit, sont rattachés aux États membres et non pas à l'Europe directement. Et que, en l'occurrence, l'Europe a manifesté une stratégie au regard de l'Indo-Pacifique et notamment de soutien à l'axe, je dirais, française, puisque la France ne souhaite pas rentrer dans ce qu'on appelle la création de blocs qui amènerait une certaine forme de lutte entre blocs et d'insécurité manifeste à terme. Donc l'Europe suit de près, au fait, la position de la France, tout en manifestant aussi un intérêt à la position géostratégique des États-Unis, qui a créé ce qu'on appelle le PDP, c'est-à-dire une nouvelle structure qui permet à des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et manifestement l'Allemagne qui a manifesté son souhait également de soutenir cet axe américain. Il y a aussi l'aide financière, bien sûr, de l'Union européenne à nos territoires. Quelles sont les réalisations de l'Europe en Polynésie? Est-ce que cette aide va être accrue? Est-ce que c'est un thème que vous avez abordé lors de ce forum? J'ai eu à conduire, par exemple, la mise en œuvre du 11e FED en Polynésie, comme chez vous d'ailleurs, vous avez pu bénéficier, comme nous, de la manne de l'Europe, c'est-à-dire environ pour la Polynésie 3 milliards 600 millions de francs au dernier FED, c'est-à-dire au 11e FED, et nous avons consacré l'ensemble de ce financement à la réalisation de notre stratégie de développement touristique. Donc nous avons décliné, je dirais, un schéma directeur au sein duquel figurent environ une centaine de propositions d'action. Et ce sont ces propositions qui ont été réalisées pratiquement à 90% et qui ont permis d'ouvrir à la fois le ciel en Polynésie française et également nos archipels au travers notamment d'une amélioration de la qualité d'accueil au niveau des hôtels, des prestations, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan des services. Bref, donc voilà un exemple de réalisation grâce au soutien du Fonds européen. Cette fois-ci, ça va être pour la l'eau. transition énergétique davantage, c'est un peu
l'angle qui est pris aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, c'est sur l'eau et la qualité de l'eau. Parce qu'on s'aperçoit quand même qu'en Polynésie, hormis les compétences dévolues au niveau des communes, sur le plan des ressources et de la distribution, en termes de qualité, le pays peut faire quelque chose. Et nous avons souhaité dédier 3 milliards 700 millions de francs, à peu près comme la Nouvelle-Calédonie. Donc à la problématique de l'eau, vous savez que nous avons un pays qui est très vaste, avec des configurations très différentes, entre les Tuamotu qui sont des atolls avec des îlots et très peu d'eau. Il y a bien des lentilles d'eau, mais pas suffisamment pour alimenter notamment des îles comme Rangiroa. Et là, nous avons consacré aussi une partie de ces financements pour les archipels, les Marquises, les îles sous le vent, les Tuamotu, les Australes, et aussi sur le fait de reprendre la qualité de nos rivières. Parce qu'on sait que les rivières sont aussi des ressources que l'on peut drainer dans ce qu'on appelle des galeries drainantes et qui alimentent évidemment les réseaux de distribution dans les communes. Donc c'est un gros problème aujourd'hui chez nous, parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Il y a 60% des habitants qui sont desservis par un système d'adduction d'eau potable. Il reste encore 40% à réaliser. Voilà pourquoi nous avons décidé donc d'affecter la totalité sur ce besoin. Pour le reste, parlez-nous un petit peu de la Polynésie française. Sur le plan économique notamment, où en est-elle? On sait qu'elle a subi de plein fouet la crise de Covid, avec justement les répercussions sur le tourisme. Aujourd'hui, vous vous en remettez? Oui, ça a été assez rapide, au fait. À chaque fois qu'on a réouvert nos frontières, il y a eu une reprise très rapide et en même temps avec le souci de voir aussi arriver des variantes de la Covid. Maintenant, pour revenir à l'actualité, oui, les choses ont repris très rapidement. Nous sommes à un niveau d'accueil et d'effectifs touristiques largement au-dessus que 2019, ce qui veut donc dire que l'apport en termes de rentrée de recettes pour le pays est important, et surtout en termes de redistribution. Évidemment, au niveau des emplois, les emplois continuent à progresser mensuellement. On est à un niveau d'emploi qui n'a jamais été vu par le passé, puisque au niveau de notre CPS, c'est-à-dire notre CAFAT local, nous avons des statistiques qui démontrent que nous sommes à un niveau de création d'emplois au-dessus de 2019, et en termes de création d'entreprises également, nous avons, je dirais, un surplus d'environ 2000 nouvelles entreprises, petites entreprises évidemment, chaque année, et qui résorbent au fur et à mesure la problématique de l'emploi et de l'activité chez nous. Ça s'explique comment, ce rebond spectaculaire? C'est le tourisme qui tire l'ensemble de l'économie polynésienne? D'abord, il a fallu maintenir les emplois, il a fallu maintenir l'outil de travail. Pendant toute cette période, c'est-à-dire pendant 2 ans, nous avons mis en place des systèmes de soutien aux emplois dans les entreprises, surtout les entreprises exposées, l'hôtellerie, les compagnies aériennes, les services, etc. Ce sont plusieurs dizaines de milliards de francs que la Polynésie a consacrés pour maintenir ces outils prêts à être réemployés en fonction évidemment de la réouverture, la stratégie de réouverture du gouvernement. C'est ce qui fait que aujourd'hui, les choses sont bien reparties. Il y a un autre domaine qui a été très porteur pour nous pour permettre une relance économique, c'est le bâtiment et les travaux publics. Nous avons continué à consacrer d'énormes budgets sur les constructions de logements bien entendu, mais pas uniquement, y compris sur les projets hôteliers que nous avons continué à soutenir, y compris sur le plan de la défiscalisation locale mêlée à la défiscalisation nationale. Donc c'est la conjonction au fait de tout ça qui a permis de faire en sorte que la Polynésie aujourd'hui sort la tête de l'eau et puis commence à se redresser. Et nous sommes heureux évidemment de constater ce fait, mais surtout très confiants par rapport à l'avenir. Sur un plan politique, lors des dernières législatives, la Polynésie a envoyé 3 députés indépendantistes à l'Assemblée nationale. C'est un peu surpris. À quoi c'est dû? Comment s'explique cette évolution politique? Alors, je pense que tout le monde a suivi ce qui s'est passé en Polynésie, et
on peut dire, le président Fritsch le dit lui-même, nous avons eu un vote sanction sur des questions d'exemplarité. On a beaucoup parlé de mariage, d'obligations vaccinales, avec quelques personnalités politiques bien en vue qui ne se sont pas pliées quelque part à cette exigence que l'on faisait vis-à-vis notamment de nos fonctionnaires ou des personnes travaillant dans des entreprises et qui sont à l'accueil ou en vis-à-vis du public. Donc tout cela a un peu gâché, pour ainsi dire, la manière dont la période de la Covid a été gérée par le gouvernement et particulièrement par le président. Et nous acceptons cette sanction. Vous savez, en politique, c'est un peu comme dans la vie, hein, garder une certaine forme de philosophie, et puis accepter, et puis réfléchir sur la manière dont on va communiquer à nouveau, et puis expliquer le pourquoi du comment de tout ce qui s'est passé. Le président Fritsch, la semaine dernière, a fait une grande déclaration qui a beaucoup marqué les gens, et puisqu'il demande pardon, évidemment, pour ce qui s'est passé, pour ces problèmes un peu d'exemplarité, dans une période où on demandait aux gens de respecter les règles. Un mariage a été organisé d'un ministre du gouvernement, où voilà, les personnalités qui étaient présentes voilà, ont pu, de par peut-être ce fait, frapper un peu l'esprit de nos populations, et y compris donc des électeurs. Et le pardon a été bien accepté par notre population. C'est-à-dire que maintenant qu'on tourne la page, on peut maintenant décliner non seulement le bilan réalisé par le gouvernement et la majorité, mais aussi montrer les perspectives à venir, sachant bien entendu qu'il n'y a pas trois choix, il y a deux choix. Il y a le choix de rester au sein de la République, et puis le choix opposé qui est d'accéder au travers des thèses indépendantistes d'Oscar Temalou sur place à une indépendance, mais une indépendance évidemment hasardeuse, puisque lorsqu'on considère aujourd'hui quand même les acquis sociaux qui existent, la politique sociale du pays, parfois on devient un peu aveugle, on voit plus, et on se dit qu'au fait tout ça est naturel. Rien n'est naturel. On peut, vous savez, c'est comme un pays sans habitants, c'est la nature qui reprend le dessus. À ce titre, est-ce que la Polynésie française suit ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, notamment le processus politique, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que les Polynésiens sont informés de ce qui se passe ici et de la manière dont ça se déroule? Oui, tout à fait, Elisabeth. On suit de près ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Évidemment, c'est très différent. Je dirais que c'est à la fois un processus maintenant marqué de plusieurs décennies, puisqu'il faut remonter à 1988 pour constater au fur et à mesure l'évolution des choses ici. En Polynésie, c'est une revendication à l'indépendance qui n'est pas basée sur une certaine forme sur un regard différencié entre, par exemple, groupes ethniques. C'est un regard sur, je dirais, l'action de l'État depuis l'annexion de la Polynésie française et les essais nucléaires, et puis la volonté de certains de vouloir en découdre avec l'État. Ce n'est pas notre position. Notre position, on le voit d'ailleurs au niveau de la société polynésienne, c'est une société qui est au fait très mélangée. On se marie les uns avec les autres. Voilà, nous avons des gens d'origine chinoise, polynésienne de souche, métropolitains au sein du gouvernement, à l'Assemblée, etc. Donc ce n'est pas une considération de c'est mon pays, c'est une considération de modèle de société et de regard que portent certains sur l'avenir institutionnel de notre pays. Donc ici en Nouvelle-Calédonie, on regarde de près. Si je peux me permettre, sans pour cela mettre le pied évidemment dans la vie politique locale, c'est un peu philosophiquement pour amener tout le monde à passer le cap, c'est de s'accepter forcément mutuellement. On vient tous d'une même origine en termes de création du monde. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui est
la merveilleuse histoire du monde avec Hubert Reeves, Simonet, enfin de grands professeurs qui expliquaient l'origine de l'homme dans le désert du Ténéré. Vous voyez? Donc on vient bien de la même origine il y a plusieurs millions d'années, et puis au fur et à mesure, on a occupé des sols un peu partout. Nous, les Polynésiens, 3500 ans, nous sommes partis et nous avons conquis nos îles jusqu'en Amérique du Sud, et on dit même jusqu'en Amérique du Nord. Vous voyez, donc dire à un moment donné que en fait, le sol nous appartient, voilà, je dirais, voilà, revenons peut-être aussi à des considérations un peu philosophiques. Jean-Christophe Bouissou, un dernier mot. Quelles sont les relations entre la Calédonie et la Polynésie française? Parfois, c'est des frères ennemis, parfois, ils travaillent ensemble. Aujourd'hui, quelles sont les relations? Est-ce que vous pensez qu'elles ont intérêt à se développer, à être plus proches les unes des autres? Elles sont très bonnes. Enfin, très franchement, nous avons de très bonnes relations sur le plan du gouvernement. Nous avons des relations, nous souhaitons évidemment développer ces relations sous forme de conventions, ouvrir nos marchés. On sera plus fort à 600 000, 800 000 personnes. Il faut raccorder évidemment Wallis et Futuna dans cet ensemble. C'est un marché qu'on peut ouvrir. Et puis réfléchir ensemble par rapport à ce que l'on peut faire dans le Pacifique, puisque nous sommes des PTOM, hein, on revient sur le sujet initial, c'est quel regard et quelle stratégie, et quelle est la voie que l'on peut porter ici dans le Pacifique, et être ensemble, c'est être beaucoup plus fort également. Voilà ce que je peux dire effectivement sur ce sujet. Il y a des démarches qui sont en cours, ou il y a des rapprochements qui sont envisagés en matière économique ou de développement concerté? Si, des discussions ont été menées, des projets même de convention ont été élaborés. Je crois même qu'on est susceptible de signer quelque chose très bientôt. Je laisse le soin évidemment au président Édouard Fritsch de pouvoir en parler, mais c'est un travail qui a été réalisé il y a déjà quelques années. C'est pas nouveau. Le gouvernement précédent avait travaillé, même Harold Martin avait de grandes idées sur la question, Monsieur Frogier également à cette époque-là. Donc on est arrivé à une époque où il n'y a plus de problématiques ou de conflits d'hommes. J'ai vécu aussi cette période avec Gaston Floss et puis Jacques Lafleur. Vous voyez, on a dépassé ce cap-là. Ça n'est plus un problème de course à l'influence vis-à-vis du gouvernement central. Bien au contraire, c'est plutôt d'essayer de tisser des relations, quelles que soient les personnes qui sont au pouvoir. Bon, vous connaissez notre idéologie, notre position politique, qui est beaucoup plus proche évidemment de certaines structures politiques ici chez vous, et avec qui on s'accorde bien également. Nous aurons l'occasion d'en reparler sans doute avec eux. Merci Jean-Christophe Bouissou, vice-président du gouvernement de la Merci à vous. Polynésie, d'avoir accepté notre invitation ce matin.